Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Rédacteur en chef du magazine Historia, a fait paraître un livre intitulé « Qui a tué Néandertal ? Enquête sur la disparition la plus fascinante de l'histoire de l'humanité ». De quoi titiller la curiosité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'ouvrage d'Éric Pincas pose des questions passionnantes et mieux encore, il y répond, figurez-vous. Je suis ravi que l'auteur ait pu venir nous parler cet après-midi. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Violaine sur les origines de la symbolique des plantes. Oh là, vaste programme. Pour le moment, je vous propose d'aller explorer une période de notre passé si lointaine qu'elle se situait bien avant l'histoire. Nous ne sommes pas au cœur de l'histoire cet après-midi, nous sommes au cœur de la préhistoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et la boîte, c'est Franck. Alors c'est un petit peu la mode en ce moment, je ne sais pas si vous qui nous écoutez avez sacrifié à cette mode, mais on a tendance à faire son cariotype. On fait une étude génétique pour savoir quelles sont les origines exactes de chacun. C'est très amusant d'ailleurs, ça permet de savoir, on a un petit peu de sang d'ici, un petit peu de sang de là, et généralement entre 1 et 5, enfin je crois 1 et 4% de sang néandertal, figurez-vous. Alors ça évidemment ça amuse tout le monde, parce que qui est le plus néandertal autour de la table? Et c'est vrai que la présence de ce sang néandertal est très instructive. Elle nous apprend qu'il y a eu, entre nos très lointains ancêtres et cette espèce néandertale qui est notre cousine, en quelque sorte, il y a eu des croisements. Il faut vous dire que le tout premier fossile néandertalien a été découvert en 1856 dans une grotte de la vallée de Néander, d'où le nom de Néandertal en Allemagne. Le géologue britannique King, quelques années plus tard, écrit « Le crâne de Néandertal présente une faible ressemblance avec celui de l'homme. Il est plus proche de celui d'un chimpanzé et considérant comme nous le devons que les singes sont incapables de réflexions morales et religieuses, il semble qu'il n'y ait pas de raison de supposer qu'il en était autrement pour le fossile. » C'est quand même incroyable cette espèce d'ostracisme, si je puis dire, dont d'emblée fait l'objet ce pauvre Néandertal que l'on considère, disons-le, comme l'idiot du village, vous l'aurez compris. Il faut attendre 1979 pour que, à Saint-Césaire, en Charente-Maritime, on découvre un autre fossile. Il est daté du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire une période qui s'échelonne entre moins 35 000 et moins 10 000. Or, la nouveauté, c'est qu'on ne pensait pas que l'homme de Néandertal ait pu vivre jusqu'à cette époque. On s'imaginait qu'il s'était éteint bien longtemps avant cela. Jusque-là, on estimait que les Néandertaliens avaient vécu au Paléolithique moyen, environ de 300 000 à 40 000 avant notre ère, et puis qu'ensuite, c'était l'homme moderne, qu'on appelle Cro-Magnon, qui était arrivé au Paléolithique supérieur. Néandertal, aujourd'hui, est considéré par une majorité de scientifiques comme le représentant d'une espèce distincte, qu'on appelle donc Homo neanderthalensis. Alors, je dis bien par une majorité de scientifiques, car ce n'est pas l'avis de tout le monde, et ce sera très intéressant d'avoir tout à l'heure l'avis d'Éric Pincas sur cette histoire. Ce qui est quasiment sûr, c'est que Néandertal disparaît dans une période relativement brève. Il apparaît, donc on le voit clairement à 200 000 ans avant notre ère. Il va occuper à ce moment-là toute l'Eurasie. Et puis, environ il y a 30 000 ans, il se recroqueville, si je puis dire, vers le sud-ouest de l'Europe et il finit par disparaître mystérieusement. 2 chiffres peuvent être avancés quant à la durée de cette disparition, nous dit Bruno Moreil. 10 000 ans ou 5 000 ans, suivant que l'on considère les dates des niveaux supposés du Paléolithique supérieur ou les plus vieux fossiles modernes européens. Dans les 2 cas, donc 10 000 ans
ou 5000 ans, cela représente une durée importante relativement à l'évolution biologique d'une population ou au changement culturel qui caractérise le paléolithique supérieur. Ce qui veut dire, et c'est la conclusion de Bruno Morey que plus personne aujourd'hui ne remet en cause, que la disparition de Néandertal n'a pas été brusque. Vous savez, ça a été un des mystères de l'histoire, enfin de la préhistoire plus exactement, il y a une cinquantaine d'années. On disait, mais comment Néandertal a-t-il disparu et pourquoi, etc. Ben, en l'occurrence, il a disparu très lentement, de manière extrêmement progressive. Alors, à quoi ressemblait-il, cet homme de Néandertal ? Il ne faut pas trop s'en tenir aux préjugés. Pendant très longtemps, on l'imaginait comme une espèce d'être grossier, complètement bestial, hirsute, violent, bien entendu, qui n'était somme toute qu'un chasseur. Et c'est vrai que lorsqu'on voit son crâne, et j'ai là une photo sous les yeux à la minute même où je vous parle, avec des reconstitutions évidemment qui ne sont pas toujours très flatteuses, on voit un être qui évidemment n'a pas la singularité, la finesse, je dirais, des traits de l'Homo sapiens moderne. C'est un être dont la musculature était très puissante, incontestablement, dont le squelette est très fort, avec des hommes qui ne peuvent pas peser moins de 80 kilos, et des femmes de 70 bons kilos également, un petit peu plus petit que l'homme dont nous parlons, avec ce très gros crâne ovale, allongé d'avant en arrière, aplati, une voûte crânienne assez basse. C'est vrai que sans tomber dans les préjugés que je dénonçais tout à l'heure, on est obligé de le constater, on n'a pas affaire à quelqu'un de très élégant, il faut bien le dire. Il n'est pas très velu, Néandertal. Il a la peau tout à fait claire. On pense qu'il avait même probablement les cheveux roux, ou qu'en tout cas, un certain nombre de spécimens avaient les cheveux roux. On sait aussi que sa sexualité, sa puberté était atteinte plus rapidement, semble-t-il, que les hommes modernes. Alors, Néandertal est un nomade, ça évidemment, qui parcourt d'ailleurs des distances extrêmement longues avec des campements temporaires. Les hommes chassent le gros gibier, les femmes probablement plutôt les petits animaux. On ramasse beaucoup de fruits, des végétaux de toutes sortes, etc. Mais si Néandertal est un chasseur nomade, il n'en est pas moins éventuellement sédentaire, puisqu'il aménage notamment des abris rocheux, des grottes. C'est le cas de la célèbre grotte de Cantabrie en Espagne, avec, on y a trouvé des traces de feu, de foyer à l'entrée, des paillasses, etc., qui laissent entendre que cet homme des cavernes, si je puis dire, avait une vie relativement évoluée. C'est d'ailleurs tout l'objet de l'ouvrage de Marilène Patoumatis, qui était venue nous en parler il y a quelques mois, et qui avait imaginé, en quelque sorte de façon assez drôle d'ailleurs, qui avait imaginé la vie quasi moderne de cet homme de Néandertal. Il maîtrisait le feu, bien entendu, ça c'est très important. Il était capable de se soigner, d'apporter des soins aux blessés, etc., avec un taux de mortalité infantile très élevé, mais qui ne devait pas être sinon plus élevé que celui de l'homme moderne. Et puis, des rites funéraires, ça c'est quand même très intéressant. Et oui, Néandertal enterrait ses morts. Alors là, ça change tout, si je puis dire. On a envie de dire un peu de respect, s'il vous plaît. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous ne sommes pas au cœur de l'histoire, mais au cœur de la préhistoire, Exactement. Franck. Alors, il faut vous dire que Néandertal a dominé le monde, si je puis dire, en tout cas l'Europe et le Moyen-Orient, de 200 000 à 40 000 à peu près avant notre ère. Et puis, en 35 000 avant notre ère, apparaît cet Homo sapiens qui commence sa progression à partir de l'Europe de l'Est. Et évidemment, c'est sans doute sous l'effet de cette progression d'Homo sapiens que Néandertal se rétracte dans ce qui est actuellement la France, si vous voulez, et dans l'ouest de la péninsule ibérique. En 30 000 avant notre ère, Homo sapiens a à peu près remplacé Néandertal sur l'ensemble de l'Europe, ce qui veut dire que là, vraiment, Néandertal n'existe plus que dans quelques zones, au sud du Portugal, dans le sud-ouest de la France, ça évidemment, et c'est vers aux alentours de 24 000
qu'on constate les dernières traces de Néandertal dans la grotte de Goram à Gibraltar. À partir de là, Néandertal va disparaître vraiment. Ce qui veut dire que la cohabitation entre les deux espèces, si je puis dire, entre notre ancêtre Homo sapiens et notre cousin Néandertal, si on peut ainsi s'exprimer, cette cohabitation a duré environ 10 000 ans sur les mêmes terres, avec beaucoup d'incertitudes quant au mode de cette cohabitation, qu'on a longtemps voulu imaginer très difficile, voire même agressive, et qui peut-être s'est mieux passé qu'on ne l'a pensé. C'est très difficile de le savoir. Alors, il faut comparer bien sûr les deux espèces. Quand on compare les crânes, je vous l'ai dit, Néandertal, grand nez, large sinus, crâne étiré vers l'arrière, front plat, mâchoire un peu prognate, un peu en avant. Homo sapiens, c'est la forme que vous connaissez, la forme générale arrondie avec une voûte crâniale haute, un front bombé, une face beaucoup plus verticale et la mâchoire en retrait avec la présence plus ou moins accentuée d'un menton. Pour ce qui est du squelette, je vous l'ai dit, squelette beaucoup plus massif et un peu plus petit chez Néandertal. 15 cm de plus à peu près chez Sapiens, avec un squelette qui lui est nettement plus fin, nettement plus facile à transporter, si je puis dire. Quant au mode de vie, on sait que Néandertal était beaucoup plus carnivore que ne l'est Homo sapiens, qui lui est omnivore, ça c'est incontestable. Pas tellement de différence, sinon, ce qui est intéressant, c'est de savoir si oui ou non il y a pu y avoir échange de langage, échange de propos, de langue entre les deux. Ça, c'est très intéressant. C'est là que la génétique nous renseigne. L'homme de Néandertal et l'Homo sapiens partagent un gène qui s'appelle FOXP2, qui joue un grand rôle dans la transmission du langage. Et donc, on peut rêver d'échange de langage entre Homo sapiens et Néandertal, ce qui a pu, si c'est le cas, faciliter leur rapprochement. Or, des rapprochements, on sait génétiquement qu'il y en a eu, bien entendu. Il y a eu fusion des deux espèces. On en a énormément de témoignages. Pour ce qui est de la répartition géographique, vous avez bien compris que Néandertal voyage moins que Sapiens, il est moins mobile, il est visiblement moins offensif et il a tendance, le temps passant, alors là on parle en millénaires, donc tout ça est quand même très relatif. C'est pas comme si je vous racontais l'invasion de l'Europe par Homo sapiens en 10 ans de temps. On parle de 10 000 ans, donc ça a dû se faire très lentement, très progressivement, mais le fait est que si on met le film en passage très très rapide, le fait est que on voit Homo sapiens progresser au détriment, bien entendu, de Néandertal. Alors, quelles sont les hypothèses sur la disparition de Néandertal? Il y en a une qui a longtemps été répandue, qui était l'hypothèse carrément du génocide. Voilà ce que nous dit Bruno Moreil. Que les Néandertaliens aient été ou pas des membres de l'espèce Homo sapiens, les hypothèses le plus souvent acceptées mettent en avant deux groupes humains qui s'opposent. Alors, jusqu'où se sont-ils opposés, bien entendu? Est-ce que Homo sapiens aurait pu tuer physiquement Néandertal? L'hypothèse aujourd'hui n'est plus retenue. Il faut le dire, sur une centaine de squelettes reconnus comme appartenant à la lignée néandertalienne, il n'y en a que 2, vous imaginez, 2 sujets seulement. Je peux vous donner leur nom, d'ailleurs, c'est Shanidar III et Saint-Césaire I, qui montrent des blessures sur le squelette. Il y a une côte qui a été cassée sur Shanidar III et la voûte crânienne, quand même, qui a été enfoncée sur Saint-Césaire I. A priori, ce sont des blessures d'origine humaine, mais qu'on n'explique pas. Et d'ailleurs, rien n'interdit de penser que ça puisse être un autre Néandertal qui ait fait ces blessures. Donc, on ne retient plus aujourd'hui l'idée d'un génocide de Néandertal par Homo sapiens. Alors, est-ce que ça pourrait être une maladie? Eh bien, en 1995, on a avancé l'idée qu'à la rencontre des Homo sapiens, le système immunitaire des Néandertaliens, qui n'était pas armé pour lutter contre des infections contagieuses spécifiques nouvelles et pas connues depuis longtemps, ce système aurait été mis à mal. Les enfants, les jeunes adultes décèdent
dans des proportions importantes, et on a pu penser qu'effectivement, il y ait eu une maladie, une sorte d'épidémie. Mais soyons raisonnables, même si la population a tendance de siècle en siècle à diminuer chez Néandertal, il paraît extrêmement improbable qu'une maladie soit à l'origine d'une disparition pure et simple. Encore une fois, prenons bien la mesure du temps, de l'étalement à travers les millénaires d'un phénomène qui a été très lent, très progressif, et vous verrez que les hypothèses qui apparaissent sont des hypothèses nettement moins dramatiques. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, avec vous, Franck Ferrand, nous parlons de Néandertal. Alors, après l'idée d'un génocide ou encore d'une maladie, il existe d'autres hypothèses sur la disparition de Néandertal. Alors d'abord, oui, une hypothèse climatique qui nous parle, nous, aujourd'hui, avec nos histoires de réchauffement, là, qui sont très à la mode, d'ailleurs, depuis quelques temps. Donc, on a émis l'hypothèse que la disparition de l'homme de Néandertal aurait pu être causée par les changements climatiques qui ont lieu à cette époque. Sauf que il se trouve que Néandertal a vécu sous divers climats, au moins 5 différents sur des périodes aussi longues, et qu'il a toujours réussi à s'adapter parfaitement aux différents climats. Puis il était solide, hein, vous avez compris à qui on a affaire. Donc pourquoi est-ce que Homo sapiens aurait supporté des changements de climat et pas Néandertal? Bon, bref, allez, encore une hypothèse qu'on écarte. La question de la concurrence directe entre les deux espèces, bien entendu, hein, c'est une hypothèse, une des hypothèses en tout cas avancée par l'anthropologue Jean-Jacques Hublin, qui nous dit qu'Homo sapiens aurait été favorisé parce qu'il vivait au sein de groupes assez importants, de populations qui ne cessaient de croître, avec une maturité sexuelle plus tardive, mais un apprentissage plus long, une meilleure transmission des connaissances entre les générations, etc. En Europe, Homo sapiens colonise tous les territoires où Néandertal est installé seul jusqu'alors, avec sans doute des traces de combat, encore une fois. La chasse devient de plus en plus difficile pour Néandertal, alors que Homo sapiens a une chasse nettement plus diversifiée et s'intéresse beaucoup plus aux petits mammifères, à une époque où les grands ont tendance à se raréfier. Bon, pourquoi pas? Alors, les deux grandes hypothèses aujourd'hui retenues sont celles du métissage et celle de l'évolution démographique. Autrement dit, ce sont deux hypothèses de dilution. Dilution dans l'autre espèce, si je puis dire, ça c'est l'hypothèse du métissage, et dilution dans la nature, c'est celle de l'évolution démographique. Alors, certains scientifiques estiment en effet qu'il a pu y avoir mélange entre Néandertal et Homo sapiens. Bruno Morey nous dit il se base notamment sur l'étude de fossiles attribués à Homo sapiens tels que l'enfant de Lagarvelo au Portugal ou l'adulte de Pestera Kukoz en Roumanie. Sur ces fossiles, les chercheurs notent des traits qu'ils expliquent par le métissage avec les populations d'Homo sapiens néandertalensis. La disparition des Néandertaliens s'expliquerait par la diminution progressive de leur caractère au sein de la variabilité des hommes du début du Paléolithique supérieur. Un chercheur suppose même que l'Aurignacien correspondrait à la période où ces deux groupes humains échangèrent traditions culturelles et gènes. C'est extrêmement passionnant, ça. Ça donne à la préhistoire des allures d'histoire, si je puis dire. Et là, vraiment, on est au cœur de notre sujet, et c'est ce que nous allons développer dans un instant avec Éric Pincas, bien entendu. Donc, et on va revenir sur les périodes auxquelles ça aurait pu se faire, sur les tests ADN qu'il est possible de faire, etc. Et puis, l'autre hypothèse, donc, c'est celle d'une évolution démographique. Alors, c'est celle qui ne mange pas de pain, si je puis dire. Et comme par hasard, je ne veux pas être cynique à ce micro, mais comme par hasard, c'est l'hypothèse qu'adopte une très grande majorité des scientifiques actuels, parce que c'est celle qui gêne personne, évidemment. On dit qu'à l'arrivée des hommes modernes, les hommes de Néandertal sont repoussés dans des zones refuges de l'ouest de l'Europe, pas par affrontement, hein, simplement par recul géographique d'une certaine manière. Et puis on voit des Néandertals qui se dispersent sur un territoire qui auparavant était inhabitable et qui sont obligés de se réfugier dans des régions qui sont les moins favorables, ce qui fait qu'ils font de moins en moins d'enfants, pour parler clairement, et que mathématiquement, les siècles et les siècles et les siècles passant, encore une fois, je vous rappelle la très longue durée de cette disparition, eh bien, il y a un appauvrissement, un amenuisement, devrais-je dire, démographique. Le dynamisme démographique des nouveaux arrivants Homo sapiens et la totale asthénie démographique des anciens occupants, c'est-à-dire de Néandertal, s'effectue
au détriment de ces derniers, bien entendu, face à l'arrivée des nouveaux migrants. On pourrait dire d'une certaine manière que Néandertal n'aurait pas réagi assez vite. Encore une fois, voyez bien l'échelle de temps dans laquelle nous plaçons un raisonnement comme celui-ci. Ce qui est intéressant finalement, c'est que Néandertal disparaît, finit par s'éteindre. Il finit par s'éteindre très lentement. Pour quelles raisons? Nous allons revenir sur ces différentes hypothèses dans un instant avec Éric Pincas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a laissé des traces, non seulement des traces externes que l'on peut trouver sur certains sites archéologiques, vous l'aurez compris, mais des traces internes, puisque la boucle est bouclée, c'est ce que je vous disais pour commencer cette émission. Nous avons tous ou presque tous en nous un tout petit peu, ou parfois un peu même, de sang néandertal. Il y a donc bien eu de toute façon, je dirais qu'il y a bien eu des rapprochements incontestables entre nos très lointains ancêtres. Bonjour Éric Pincas. Bonjour. Alors nous allons revenir sur cette énigme évidemment, et puis au-delà, j'espère bien que vous allez nous faire revivre Néandertal comme s'il était dans ce studio même. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est Néandertal qui vous accompagne jusqu'à 15h cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia et auteur de Qui a tué Néandertal, enquête sur la disparition la plus fascinante de l'histoire de l'humanité, préfacé par Jacques Malater et paru chez Michalon. Alors, il faut que nous disions, Éric Pincas, ce qu'il en est exactement de la présence de sang néandertal dans nos veines, parce que ça a l'air d'intriguer pas mal certains de nos auditeurs. Or, je n'ai pas rêvé, parce que c'était quand même le sujet de conversation favori de l'été, là. Il y a bien du néandertal en nous. Nous avons bien des gènes néandertaliens en nous. Alors, les paléogénéticiens qui révolutionnent l'histoire de la préhistoire depuis une quinzaine d'années, nous disent que nous, les Homo sapiens, nous, les hommes modernes, et précisément les Eurasiatiques, nous avons entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Voilà, la moyenne est plutôt établie à 2,1%. Pourquoi les Eurasiatiques et pas les Africains? Parce qu'on sait, grâce à la génétique aujourd'hui, que les premiers contacts, les premiers métissages entre hommes modernes et néandertaliens se sont produits à la sortie d'Afrique des hommes modernes au Proche-Orient. Ce qui fait que les hommes modernes qui sont restés en Afrique, eux, n'ont jamais rencontré Néandertal. Ce sont seulement ceux les plus curieux, les plus audacieux, ceux qui ont voulu partir à la conquête du monde, qui ont rencontré les Néandertaliens au Proche-Orient. Alors vous vous êtes passionné, vous, pour cet homme de Néandertal. Vous nous avez fait un ouvrage dont la forme est très particulière, il faut le dire. C'est très intéressant. On est à mi-chemin de l'enquête scientifique et de la fiction, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Moi, je le définis en un mot, c'est une paléofiction. Voilà, une paléofiction où je fais dialoguer, sur les 250 pages du livre, la fiction et la science. Chaque hypothèse, notamment celle que vous avez évoquée il y a quelques minutes, est scénarisée de manière fictive, de manière à transporter, faire voyager le lecteur dans ce monde disparu d'il y a 30 000 ans, une immersion dans ce monde de la préhistoire et pour revivre le quotidien des Néandertaliens. Et chaque hypothèse, évidemment toujours un petit peu tragique, puisque nous sommes en train de parler de la disparition d'un homme, chaque hypothèse est éclairée par le contrepoint scientifique au travers d'enquêtes que j'ai menées auprès des paléontologues, paléoanthropologues, paléogénéticiens, qui m'ont à chaque fois, je dirais, apporté leur lumière et qui sont là pour mettre en balance ce que j'expose de manière fictive à la lumière de la science. Et ça, c'est vraiment passionnant et ça pourrait devenir un genre à part entière, je trouve, parce que c'est une très belle manière des idées. Et oui, c'est une très belle manière de mettre, si je puis dire, un savoir parfois très difficile d'accès à la portée de tout le monde. Et c'est une vraie enquête. D'ailleurs, vous avez appelé ça « Qui a tué Néandertal ?» comme c'était un roman policier. Et le livre se présente sous cette forme, en quelque sorte, et il y a cette tension permanente. Et ça, c'est formidable. Vous avez rencontré donc tous les grands savants. Alors, j'en ai cité là tout à l'heure un certain nombre. Évidemment, Marilène Patou-Matis, qui est venue un certain nombre de fois à ce micro. Mais vous avez vu Bruno Moreil, vous avez vu Jean-Jacques Hublin, etc., bien entendu. Jacques Hublin, Marilène Patou-Matis, Jean-Luc Voisin du Muséum d'Histoire Naturelle. Nous sommes allés chez nos amis belges où j'ai rencontré Marcel Hoth, Eva Maria Gegel de l'Institut Jacques Monod de paléogénétique. Alors, est-ce qu'ils sont d'accord entre eux, tous ces savants, sur les origines de la faim, si je puis dire? Non. Il y a controverse. Il y a clairement controverse, mais tout à l'heure, lorsque vous évoquiez les différentes hypothèses, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on peut les écarter pour certaines, mais simplement les écarter en considérant qu'elles ne sont pas exclusives.
pour Il peut essayer... y avoir, oui, c'est vrai qu'après tout, il n'y a peut-être pas une explication, il peut y avoir un faisceau d'explications. Je suis convaincu, et les scientifiques le sont aussi, que la disparition de Néandertal ne peut s'expliquer que par des facteurs multiples. Qu'il y ait eu génocide au sens où on l'entend aujourd'hui, certainement pas. Qu'il y ait eu des massacres sporadiques dans certaines zones pour des conquêtes de territoires ou de terrains de chasse, certainement. Qu'il n'y ait pas eu de choc épidémiologique au sens où on l'entend, comme les conquistadors ont pu à un moment donné conquérir l'Amérique du Sud et puis transporter avec eux la variole et générer des millions de morts sur un temps très court, certainement pas. Mais en revanche, qu'il y ait pu quand même avoir à un moment donné des maladies transportées par l'homme moderne lorsqu'il rencontre Néandertal, que Néandertal ne soit pas préparé immunitairement parlant pour se défendre, sans doute. Des petites comme ça, des petits facteurs. On est en train de parler quand même. Il faut avoir bien en tête qu'on parle de petits clans humains. Oui. Les paléodémographes, Très peu de monde, il faut bien le dire. La France du paléolithique, ce sont les paléodémographes qui le disent. Je ne sais pas exactement comment ils procèdent, c'est assez... Quel est votre métier? Je suis paléodémographe. C'est formidable. Les paléodémographes avancent que pour la France, vers moins 30 000 ans, la population néandertalienne était, même un peu avant leur disparition, pardon, vers moins 50 000 ans, la population néandertalienne était de 4 000 individus. 4 000 individus pour toute la France, qui représentent à peu près 200 groupes d'une vingtaine d'individus. Donc vous voyez que là, l'équilibre démographique est extrêmement fragile. Il suffit que vous n'ayez plus de garçons, enfin que vous ayez plus de garçons que de filles pendant un moment. Pendant un très long moment. Il peut se passer 9, 10 saisons sans qu'il y ait de petites filles qui naissent. Comment ensuite assurer la pérennité du groupe? Et donc, pour l'Europe entière, c'est 50 000 vous mettez bien en avant l'hypothèse démographique. C'est la plus importante, disons, même si les autres... Incontestablement, l'hypothèse démographique tient la corde, mais l'hypothèse de la dilution génétique, à savoir que notre génome aurait absorbé le génome de Néandertal, prend de plus en plus corps. Ce qui est en partie démographique aussi, d'ailleurs. Aussi. Parce qu'il y a encore quelques temps, on se disait qu'effectivement, ces premiers métissages entre Néandertaliens et Sapiens s'étaient passés au Proche-Orient et on estimait ces premières rencontres à 80 000 ans avant le présent. Il se trouve qu'il y a quelques mois, grâce justement aux recherches génétiques et à l'ADN qu'on arrive aujourd'hui à extraire des fossiles néandertaliens, le fossile des Carpates que nous avions retrouvé en Roumanie, je crois que c'était en 2002, eh bien ce fossile datait de 40 000 ans. Au-delà de sa physionomie, les paléontologues avaient étudié les os et avaient pu dire oui, effectivement, il a des stigmates à la fois néandertaliens et à la fois d'Homo sapiens. Aujourd'hui, grâce à la génétique, il est attesté que c'est un métis. Et c'est le premier métis néandertalien sapiens que l'on retrouve en Europe. Ça, c'est quand même fondamental. Ça change tout, bien sûr. Justement, si vous voulez, dans un instant, on va revenir sur un certain nombre de découvertes qui ont été faites très récemment et qui sont en train de faire évoluer le regard que nous avons porté jusque-là sur ce personnage, sur ce Néandertal. Je voudrais juste en finir avec les hypothèses. Vous ne pensez pas à la pertinence d'une hypothèse de violence, donc, de destruction pure et simple. On ne remarque pas comme on peut le remarquer au néolithique, cette période qui s'échelonne entre moins 12 000 ans et l'apparition des premières civilisations écrites vers moins 3 000 ans. On ne remarque pas d'édification, d'élévation de grandes palissades ou de campements avec des traces matérielles qui attesteraient que les hommes ont voulu se défendre d'agressions extérieures. Les traces archéologiques des vestiges osseux que l'on a pu mettre au jour ne révèlent pas non plus de massacres de masse. Et il est très difficile pour les scientifiques de pouvoir authentifier des massacres de masse sur les os. Si vous exhumez aujourd'hui des victimes des tranchées de 14 ou des victimes des grognards des guerres napoléoniennes, ils ont pu mourir dans les pires conditions, les pires atrocités, et pourtant le squelette ne le raconte pas. Et voilà, alors attention, il faut quand même rester prudent, bien entendu. Voilà. Du coup, nous dit Hubert via Twitter, on nous dit qu'il n'y a pas eu de croisement, puis on nous dit qu'il y a eu croisement, alors mettez-vous d'accord. Je pense qu'on peut dire à Hubert que oui, il y a bien eu croisement. Incontestablement. Ce n'est qu'une question parmi toutes celles que nous posent nos auditeurs au standard, et quand je dis au standard, c'est non d'ailleurs, c'est essentiellement par Twitter et par le site internet d'Europe 1 et par la page Facebook. Dans un instant, on va répondre à ces questions et puis on va parler de l'actualité de Néandertal, toutes les découvertes qui viennent d'être faites là. C'est un sujet en fait incroyablement brûlant que vous nous proposez, Éric Pincas. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Aujourd'hui, Franck, vous recevez Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia et auteur de Qui a tué Néandertal, enquête sur la disparition la plus fascinante de l'histoire de l'humanité. Une émission qui fait beaucoup réagir les auditeurs d'Europe 1. Oui, alors il y a des questions de toutes sortes, je ne peux pas toutes les lire, mais c'est Thierry qui nous demande via Twitter, il dit « Je m'écarte un petit peu du sujet, mais quelle est la différence entre Homo sapiens et Homo sapiens sapiens ?» Sapiens sapiens, c'est le savant du savant, c'est nous, si je puis dire. Tout à fait, sachant que les premiers Homo sapiens qui étaient un petit peu plus archaïques au niveau de leur conformation, de leur physionomie, qu'on a pu retrouver justement au Proche-Orient au lendemain de la sortie d'Afrique, étaient les premiers Homo sapiens, et que nous sommes les Homo sapiens sapiens. N'y a-t-il pas, demande Patrick, un parallèle à faire avec la disparition des Indiens d'Amérique ? Oui, pourquoi pas, mais en tout cas, encore une fois, il faut bien prendre en compte la durée de cette disparition. Moi, je ne ferai pas de parallèle avec la disparition des Indiens d'Amérique, parce qu'effectivement, et Néandertal, vous l'avez souligné, Franck, il disparaît en 10 000 ans. À notre échelle, ça peut paraître énorme, 10 000 ans. À l'échelle de la préhistoire, du temps chronologique vertigineux de la préhistoire, c'est pas beaucoup. Et surtout, il faut bien avoir en tête que Néandertal vit parfaitement bien en symbiose avec la nature pendant 300 000 ans, et il disparaît précisément dans les 10 000 ans où il cohabite avec l'homme moderne. Ce qui pose quand même la question de notre part de responsabilité dans sa disparition. C'est quand même pas le fruit du hasard qu'il disparaisse au moment où il cohabite avec nous. Alors effectivement, 10 000 ans c'est long, mais... Enfin, quand vous dites avec nous, c'est avec nos très lointains ancêtres. Avec nos ancêtres. Il y a quelques centaines de générations là. Quand On même. est d'accord. Que pouvait bien être, alors ça, la grande question, que pouvait bien être le langage de Néandertal et que pouvait-il bien se raconter ça, c'était ce qu'il pouvait se raconter. Ayons l'humilité de dire qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien, puis on n'avait pas de magnéto pour pouvoir enregistrer leur voix. Ce qui est certain, c'est que les linguistes qui s'occupent d'essayer de comprendre l'origine et à quoi pouvaient ressembler les langues archaïques, on entend souvent dire que Néandertal devait avoir une voix, on a étudié son larynx, assez nasillarde, il devait parler avec des syllabes assez courtes, des mots assez courts, il accompagnait la parole de pantomimes, de gestes. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les langues primitives. Voilà, on lit le geste à la parole. Oui, et ça, on peut en être sûr donc, de oui. Ça. Oui. On aimerait beaucoup voir ce que ça donnait, évidemment, c'est difficile. Je vous en ferai pas une démonstration. C'est que dans ce studio même, avec Claude Douce, nous avons fait un concert de musique préhistorique, il y a maintenant des années de ça, mais il était venu avec le plus vieil instrument de musique du monde. C'était une petite pierre trouée au bout d'un fil, et alors il y avait un monsieur qui était là parce qu'il savait faire fonctionner l'instrument, c'est très spécial. On faisait tourner la pierre à une vitesse folle, tout le monde est allé se cacher derrière son bureau, vous auriez vu, c'était assez impressionnant, et on a entendu se répandre dans le studio et sur toutes les ondes d'Europe 1, une sorte de mélopée qui était une musique venue du fond des âges. Alors là, on parlait d'Homo sapiens, de Cro-Magnon, mais en tout cas, c'était assez spectaculaire, bien entendu. Bref, vous nous dites, en quelque sorte, Éric Pincas, que Néandertal était un personnage assez raffiné, peut-être un grand mot, mais en tout cas, dont le comportement était assez élaboré, en vérité. C'est pas du tout... Beaucoup plus, c'est pas Homo cretinus, si voilà, je puis dire, voilà, parce qu'on a pendant très longtemps... quand on a découvert Néandertal, il a souffert d'une image extrêmement négative. Pourquoi cette image négative ? Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'on le découvre en 1856. Darwin n'a pas encore publié l'origine des espèces, il le publiera 3 ans plus tard. Et nous ne sommes pas préparés à l'époque à accepter l'idée d'un homme qui nous renvoie à notre animalité. L'homme, en 1856, est la création de Dieu, il est né parfait à l'image de Dieu. Pouvoir imaginer un seul instant que l'homme s'inscrit dans un maillage évolutif qui renvoie à notre animalité, c'est une révolution à l'époque, c'est un choc. Et Néandertal va payer le prix fort d'avoir été ce premier individu fossile à nous renvoyer à nos origines ancestrales et animales. Ce qui explique les représentations qu'on a pu avoir de lui, notamment je pense à une illustration de 1909 publiée dans l'illustration d'un illustrateur tchèque qui s'appelait Kupka. Il prend le fossile de la Chapelle aux Saints en Corrèze et Kupka le représente comme un gorille trapu, poilu, grimaçant, extrêmement bestial. Donc l'image qu'on véhicule au début du XXe siècle est celle d'un homme singe. Et on s'apercevra pourquoi les gens barquaient, pourquoi se dos voûter. On s'apercevra grâce à l'imagerie médicale au début des années 90 que
cet homme de la Chapelle aux Saints était un pauvre malheureux qui souffrait d'arthrite, notamment au niveau des vertèbres cervicales, et qui n'avait rien d'un singe, bien évidemment. Mais c'était simplement son squelette et la maladie dont il souffrait qui lui donnait cette posture. Bien sûr. Alors, justement, à propos de découverte, vous nous avez parlé de cet hybride, en quelque sorte, Néandertal-Sapiens. Ça, c'est une découverte récente. Il y en a eu d'autres. Je parlais tout à l'heure à nos auditeurs du premier couteau suisse de la préhistoire. C'est vous qui l'appelez comme ça? Oui, on a découvert le premier couteau suisse de la préhistoire dans une grotte de Bourgogne, la grotte d'Arcy-sur-Cure. On estime la datation de ce couteau suisse à peu près 55 000 ans. Donc, l'homme moderne n'étant pas présent en Europe ni en France à cette époque-là, il ne peut être que la création d'un Néandertal. Et, voilà. Et lorsqu'on parle de couteau suisse, c'est lorsque les reconstituteurs aujourd'hui qui arrivent vraiment à reproduire les gestes du passé et qui étudient ces outils, voient bien les petites retouches qu'il y a pu avoir sur la pierre et se rendent compte que cet outil a été utilisé à la fois pour racler les peaux de bêtes. Elle était polyvalente, la pierre. Elle était polyvalente, la pierre. Elle servait à racler, elle servait à gratter, elle servait à dépecer, elle servait à désarticuler. Un véritable couteau suisse. Et elle faisait tout à la fois. Voilà. Et il ne fallait pas la perdre. Et ça prouve bien, là encore, c'était un formidable artisan Néandertal. Il a créé une technique de taille qu'on appelle la technique Levallois. C'est-à-dire ? La technique Levallois, c'est une technique où Néandertal, à partir d'un bloc de pierre, un nucléus, anticipait sur la forme qu'il allait donner à l'outil qui allait naître de ce noyau rocheux. Et cette forme d'anticipation, en fait, il modélisait à l'avance l'outil qui allait naître. C'est quand même extraordinaire. C'était loin d'être justement l'individu limité d'un point de vue cognitif qu'on s'est longtemps figuré. Vous nous dites, Éric Pincas, que Néandertal était un artisan. Peut-on le considérer comme un artiste ? Alors ça, c'est la grande question. On a pendant très longtemps fait passer l'Homo sapiens comme le seul détenteur de cette capacité à pouvoir reproduire à la transcendance, à l'abstraction. Religion et art. Religion et art, à reproduire le monde vivant sur les parois des roches et des grottes. Eh bien, aujourd'hui, on a découvert à Gibraltar, à Goram, dans la grotte de Goram, on a découvert ce qu'on a appelé le premier hashtag de la préhistoire. 2 traits verticaux, 2 traits horizontaux. Et ces traits sont le fait d'un néandertalien. Il y a, encore une fois, incontestablement, la datation ne laisse aucun mystère. C'est Néandertal qui a reproduit cette œuvre-là, on peut dire, parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que peut être l'abstraction il y a 30 ou 40 000 ans. Voilà, ce qu'on n'a pas retrouvé encore, c'est des représentations animales comme on peut les retrouver à Lascaux, à Chauvet ou ailleurs. Donc je dirais que Néandertal n'a pas gagné encore ses galons de grand artiste, mais on sait qu'il avait un goût de l'esthétisme. Il utilisait par exemple des grandes plumes d'oiseaux dans certaines cérémonies rituelles. On sait, pour avoir étudié certaines fosses funéraires où on a exhumé des fossiles néandertaliens, que les corps étaient parés d'ocre, que les corps étaient parés de coquillages. Il y avait là aussi à la fois une symbolique, un rapport à la mort très précis et un goût du beau peut-être qui commençait déjà à émerger. En fait, on a l'impression en vous entendant que Néandertal est là, que vous l'avez rencontré. Vous l'avez un peu rencontré grâce à votre Mach Bayard, il faut dire, qui est ce personnage. Alors Mach Bayard, c'est un peu notre passeur d'histoire, notre médiateur dans l'ouvrage que j'ai écrit, parce que la difficulté lorsqu'on écrit une paléofiction, et c'était une première je pense, c'est de pouvoir transporter le lecteur dans différentes époques et dans différents lieux. Parce que parler des premières rencontres il y a 80 000 ans au Proche-Orient, ce n'est pas parler des massacres ou des épidémies au contact d'Homo sapiens en Europe il y a 30 000 ans. Tout ça se passe dans différents endroits, il n'y a pas d'unité de temps ni d'unité d'action. Donc Mach Bayard, c'est un chaman que j'ai inventé, un chaman sibérien et non pas africain. Ça aurait été complètement insensé de créer un chaman africain alors que Néandertal n'était pas africain. Les derniers chamans européens, on sait que ce sont des chamans de Sibérie, et ce chaman nous fait voyager dans le temps. En fait, il est le chaînon manquant d'une certaine manière. Exactement. Et ça, c'est passionnant. Ça donne de l'âme et ça donne de l'émotion à tout ça. Qui a tué Néandertal? Enquête sur la disparition la plus fascinante de l'histoire de l'humanité. C'est donc l'ouvrage d'Éric Pincas avec une préface de l'homme de télévision Jacques Malater. Et c'est édité chez Michalon. Merci beaucoup, Éric Pincas. Merci beaucoup.